Petit collège au Québec classique, mais il y en avait partout dans les campagnes. Mon grand-père a fait ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il y avait des collèges en Abitibi. Il y avait des collèges partout au Québec. Des petits collèges classiques. Imaginez-vous que mon grand-père, fils de cultivateur, a pu faire ses études classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dans un collège, à ce moment-là, dont le directeur... Il y en avait aussi pour les filles? Il y en avait pour les filles, exactement. Moins nombreux. Oui. Les économes, les instituts familiaux. Bref, ce qui est arrivé au fond, c'est que le clergé a fait ce qu'il a pu avec les petits moyens qu'il avait. Et l'État, à ce moment-là, en profitait. Ça ne coûtait pas cher et les curés faisaient bien leur travail. Et c'est là, je pense, qu'on a fait une erreur. On a pu dire que tout le monde n'allait pas à l'école. À l'époque, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que les curés ne voulaient pas les instruire. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et l'État était complice de ça. Ça ne coûtait pas cher. Quand l'État a voulu vraiment investir, c'est ce qui est arrivé avec la Révolution tranquille, quand l'État a vraiment voulu faire son travail, bien à ce moment-là, il l'a fait. Mais il ne faut pas oublier que la même chose était vraie pour les hôpitaux. Les religieuses, avec le peu d'argent qu'on leur donnait, ont fait ce qu'ils ont pu. Les orphelinats, c'est la même chose. On parle des orphelins du Plessis. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était quand même pas les enfants des curés et des sœurs, ça, qu'on recevait là. Donc les religieuses, avec les petits moyens qu'ils avaient, ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Mais c'était pas l'idéal. Personne ne dit que c'était l'idéal. Même les religieuses elles-mêmes n'ont jamais dit que c'était l'idéal. Mais elles ont joué un rôle de suppléant. C'est ce qu'il faut dire. Ils ont suppléé pour essayer de corriger les grands dégâts que cette conquête-là avait fait. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Et quand l'État a voulu le prendre en main, je pense que les gens ne se sont pas battus très fort contre l'État, on le sait. Alors, je t'arrête là un instant. J'aimerais savoir si quelqu'un parmi nos invités aimerait ajouter des commentaires ou poser une question. Moi, je vais tout simplement dire que c'est très éclairant. J'apprécie beaucoup cette mise en situation. En fait, on ne la connaît pas suffisamment, notre histoire. Alors, nous terminons cette première partie sur cette constatation. Juste une petite remarque, M. l'animateur. Ce que Madame vient de dire me semble très important. Nous ne connaissons pas notre histoire. Et je vous ferai remarquer qu'actuellement, un des grands problèmes avec lesquels on se trouve affrontés, nous, en éducation, c'est qu'on veut justement abolir l'enseignement d'histoire. Ce que je viens de vous raconter devrait s'expliquer aux jeunes dans les écoles. Mais avec les changements d'histoire qu'on fait, on nous dit que ce que je viens de vous raconter, il ne faut plus en parler parce que c'est honteux, parce que ça fait pitié, c'est misérable. Alors voyez-vous, le problème actuellement continue à s'aggraver dans le sens de la compréhension de ce qui s'est passé. Et aussi, on fait de la Révolution tranquille une sorte de rupture. La rupture n'était pas aussi évidente comme ça. Par exemple, l'éducation au niveau primaire. Dans les années 50, il y avait des écoles primaires dans tous les villages du Québec, du Placé en continu, pas de semaine. Alors, le taux de fréquentation dans les années 50, et on le voit ça à travers le rapport parent, en le lisant d'une façon un peu plus critique, ils admettent que le taux de fréquentation au niveau primaire était adéquat. Le problème était au secondaire. Il n'y avait pas beaucoup de fréquentation au secondaire. Et même sans l'admettre, le rapport parent dit que la population scolaire du Québec est doublée de 51 à 62. Et nous, parce qu'il va doubler de nouveau, il va falloir mettre en place un autre système. Mais il ne se pose pas la question comment ça se fait qu'on a pu gérer ou assimiler ou faire fonctionner ce dédoublement. C'est-à-dire qu'il y a un dédoublement de population, parce que la démographie était très forte à ce moment-là, de la population scolaire dans les années 50, milieu 50, milieu 60. Et Québec a réussi à digérer ça, à le faire fonctionner, avec une formation qui était assez intéressante. Je me souviens quand moi je suis arrivé à Saint-Edwidge de Clifton, les dames qui avaient assisté à l'école primaire de l'après-guerre, des années 40, 40, 50, écrivaient mieux que ceux qui étaient des diplômés du secondaire de la nouvelle école de la Révolution tranquille. C'est-à-dire, il y a eu des efforts, il y a eu un changement qui était mis en marche en partie par la guerre, qui a fait qu'il y avait déjà
un rattrapage qui se faisait dans les années 50, début de 60. Et je rappelle aux gens, parce que ces mêmes écoles, il y en a beaucoup qui sont en place en campagne. Il y a à peu près, il y a 4 salles de classe au premier niveau. Il y a le sous-sol. Mais ces écoles-là, des années 50, début de 60, ils ont été bâtis partout au Québec. Oui. Alors, même avant le début de la Révolution tranquille, nous avions au Québec une fréquentation au niveau élémentaire qui était quand même 7 ans à ce moment-là, si ce n'était pas 8, qui est assez impressionnant. Avant la Révolution tranquille et l'après-parent, je tiens à souligner ceci. À Montréal et dans d'autres grandes villes, mais je parle de Montréal parce que je connais mieux le cas, on peut dire qu'à partir de 1950, il n'y a pas une fille ou un garçon qui avait les aptitudes pour faire des études classiques qui ne s'est pas vu offrir de les faire gratuitement. Ça, peu de gens savent ça. Moi, j'étais à ce moment-là directeur d'une section classique dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça veut dire que dans Hochelaga-Maisonneuve, il y avait une section classique publique, mais qui faisait vraiment son rôle social. Et je m'explique. On était dans un quartier plus ou moins favorisé. Et à ce moment-là, moi, j'avais la responsabilité de 6 écoles sources. Alors, ce qu'on faisait, c'est que j'allais dans chacune de ces écoles élémentaires et je disais au directeur et aux professeurs quels sont les enfants qui auraient les aptitudes pour faire des études classiques. Et ils m'indiquaient un certain nombre d'enfants. À ce moment-là, j'envoyais une lettre à leurs parents pour les inviter à inscrire leurs enfants à la section classique. Il y en avait jusqu'à 80% des parents qui refusaient parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Je les convoquais à mon bureau. Ils venaient et ils me disaient, écoutez, M. Chaudier, on vit à 6 dans un 4,5. Il n'y a personne pour aider les enfants. Comment voulez-vous qu'ils fassent des études classiques? Et je leur disais, je vous promets une chose. Quand vos enfants auront fini ici, dans notre section classique de Hochelaga-Maisonneuve, les directeurs des collèges UP vont venir ici pour se les arracher. Ils me disaient, comment ça? C'est très simple. On a recruté vos enfants parce qu'ils sont bons. Il y aura des études tous les matins de 7h à 8h, surveillées par les professeurs. Il y aura une étude de 11h à midi, tous les jours. Étude de devoirs que les professeurs vont surveiller et aider les enfants à les rédiger. La même chose tous les soirs de 3h à 5h. Et à ce moment-là, les parents acceptaient. Et je peux vous dire ceci. Quand j'étais à la section classique, les directeurs des études d'Extension classique Sainte-Croix à l'époque, du Collège Sainte-Marie, ces gens-là venaient rencontrer nos élèves pour les convaincre d'aller chez eux à cause des formations qu'ils avaient reçues. Donc, on peut affirmer que dans des quartiers comme le centre-sud de Montréal, même, il y avait pour les filles et pour les garçons des sections classiques gratuites offertes à tout le monde. Mais c'était pas généralisé quand même. Ben, je parle de Montréal, là. Oui. Bon. Même en campagne, ça, si vous permettez, je vais finir avec ça. Allez. Ça, c'est un aspect qu'on a éclipsé. On parle d'une société qui était très stratifiée. Mais en effet, c'était une société où il y avait une circulation des élites très importante. Une des raisons, c'est pas une partie de l'élite bureaucratique, c'était dans les hôpitaux, des écoles, ne se reproduisait pas parce que c'était une élite religieuse. Mais je prends le cas de Sherbrooke. Le séminaire de Sherbrooke, dans les années 50, la moitié des jeunes qui étaient là, c'était un collège classique, étaient des fils d'ouvriers, des fils de cultivateurs. C'est-à-dire, on avait une circulation des élites qui peut-être est plus grande que ce que nous avons maintenant dans notre société démocratique. Puis quand on parle de collège classique, je pense particulièrement parce que pour nous autres, aller à l'école normale de Beauceville dans le temps, c'était quelque chose. Hein? Parce que tu allais devenir maîtresse d'école, pas institutrice, maîtresse d'école. Et c'était pas tout le monde qui pouvait y aller à cause de l'argent que ça coûtait. Certains ont eu des bourses, d'autres, mais c'était celles qui avaient réussi à y aller, étaient aussi, parmi celles-là, des filles de cultivateurs, tu sais, qui avaient le talent puis qui avaient choisi d'être ça. Mais aujourd'hui, cherche-les, c'est l'école normale. Il faut que tu ailles dans les grands centres. Sherbrooke, Montréal, Québec. La facilité d'accès, tu n'as plus ça là, en campagne. C'est pour ça que les enfants quittent pour les études. Tu sais, on a pensé les réunir dans les grandes institutions où tout le monde passe dans la moulinette, puis envoie.